Merci, merci à vous tous d'être présents, de prendre place. On a laissé les portes ouvertes pour permettre aux retardataires de trouver justement leur place dans le théâtre, qui est complet toute la journée. Cher Boris Cyrulnik et cher Charles Pépin, merci infiniment de votre présence. Pour ouvrir cette deuxième séquence de la journée, ensemble, nous n'allons pas voyager dans le passé, mais nous allons apprendre à apprivoiser, à savourer, suturer, accepter, chloroformer parfois ou revivifier notre passé. Nous allons comprendre ce que signifie vivre avec son passé, titre de votre nouvel essai, Charles, publié chez Alary, et que vous pouvez lui aussi acheter à l'entrée auprès de notre libraire éphémère, la librairie des Canuts. Vivre avec son passé, ce n'est pas vivre dans ou contre son passé, ce n'est pas vivre au crochet, dans l'aliénation ou dans le rejet de son passé. Non, c'est accepter la réalité, la véracité de ce passé, c'est construire un récit avec chaque moment heureux ou triste de cette traversée à laquelle nous voulons ou nous redoutons de tourner le dos selon la nature des événements auxquels nous nous confrontons. Donner rendez-vous à notre passé, apprendre à nous rendre disponibles à notre passé, saisir que bien vivre avec son passé est à la fois une condition et le résultat de la quête d'essentiel. Voilà un petit peu l'objet de ce livre, si je l'ai bien résumé, Charles. Un assez bon résumé. Et que vous résumez vous-même ainsi par une phrase, un petit traité, et là nous ferons écho à ce que Jean-François Delfrécy nous disait ce matin, un petit traité pour ne pas devenir un vieux con. C'est ainsi que vous l'avez. Ah, ce n'est qu'un projet. Hein. Voilà. Vous vous direz si vous y arriverez. Mais c'est aussi un guide pour vieillir en épicurien et en stoïcien. C'est un phare pour aller de l'avant. Et nous verrons en préambule la place, le sens qu'elle occupe dans la chaîne thématique que vous explorez depuis plusieurs années. Boris, des livres nombreux que nous tous avons lus de vous, je ne crois pas qu'un seul ait fait l'impasse sur le passé. Ce passé qui convoque la mémoire, le souvenir, les vestiges, l'histoire, les racines, la culture, les rites, et dans les traces duquel nous inscrivons à chaque instant nos pas. Décidément, personne ne peut faire abstraction de son passé. Nous sommes à partir de ce que nous avons été, mais nous avons le choix d'orienter les enseignements de ce passé vers l'accomplissement plutôt que l'abdication, vers l'émancipation plutôt que le repli, vers une nouvelle construction plutôt qu'une simple réparation. Voilà une parmi tant des précieuses leçons que vous nous partagez depuis plusieurs années, Boris. Depuis, je dirais, le moment où fut conscientisé peut-être la première immense épreuve de votre vie. Nous sommes en 1944, vous avez 6 ans, vous vous évadez de la grande synagogue de Bordeaux où les nervis français du régime nazi vous ont séquestré, et nous y reviendrons. Mais d'abord, Charles, vous le confiez dans votre narration, d'avoir écrit ce livre a fait évoluer votre propre rapport au passé. Vous pouvez préciser ? Oui, c'est-à-dire que pour des raisons liées à mon travail dans les précédents livres, je développais une philosophie de l'acceptation, une philosophie de l'accueil. Pour le faire très, très court, j'ai travaillé sur l'échec. Il fallait accepter l'échec pour en trouver la vertu. Ensuite, j'ai travaillé sur la confiance. Il fallait accepter de n'être pas sûr de soi pour trouver la vraie confiance. Puis j'ai travaillé sur la rencontre. Il fallait accepter l'inattendu pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Et là, je comptais écrire un livre, mais je m'en excuse parce que l'idée était erronée, disant puisque le passé, c'est du passé, j'ai qu'à l'accepter comme un stoïcien parce que j'ai pas le choix. Et je me suis rendu compte que cette proposition était extrêmement réductrice et que, certes, on ne peut pas changer le passé au sens des épisodes qui ont eu lieu, mais on peut changer beaucoup de choses que le passé a laissées en nous, beaucoup de traces que ce passé a laissées dans notre cerveau, aussi bien des émotions négatives associées à des épisodes que des schémas de pensée implicites ou des règles de vie implicites associées à cet épisode. Et puis il y a même des formes de thérapie, comme dans le reparentage, on va quand même aussi voyager dans une scène douloureuse en faisant intervenir une personne du présent dans cette scène. Et dans ce cas-là, on peut davantage changer le passé pour pouvoir faire la paix avec lui, et non pas faire la paix avec lui parce qu'il n'est pas possible de le changer. Mais je précise quand même une chose, c'est qu'il y a évidemment, je parle aussi bien sûr sous votre contrôle, il y a évidemment une dialectique à trouver entre ce qu'il y a à accepter
et ce que je peux en partie réécrire. Je pense que nous allons y revenir justement de manière approfondie. Charles, votre livre est truffé de références, alors à Bergson, Proust, à Jacques Brel, à Barbara, à Didier Héribon et son fameux retour à Reims, à Gainsbourg et même au footballeur Ibrahimovic. Boris, est-ce que vous avez vous-même des référents pour évoquer votre passé? Pour évoquer mon passé, non. Parce que après la guerre, pendant la guerre, il était impossible de parler, on risquait sa vie. D'ailleurs, on me le disait clairement, hein, si tu parles, si tu dis ton nom, tu mourras, et ceux qui t'aiment mourront à cause de toi. Donc, il était interdit de parler, et c'était notre intérêt. Après la guerre, j'aurais bien voulu parler, mais les gens éclataient de rire, parce que c'était impensé. C'était pas dans les récits collectifs, donc ça ne pouvait pas rentrer dans les mémoires individuelles. Donc il y avait un silence contraint, et ce qui m'a poussé à écrire La vie t'appelle que vous venez de citer, c'est quand j'ai été stupéfait de voir apparaître le négationnisme. Et alors là, je me suis dit, là, je ne peux plus me taire. Si je me tais, je me fais complice. Donc j'ai écrit ce livre que vous venez de citer. Que sait-on scientifiquement de notre rapport au passé? Les progrès en neurosciences nous apprennent-ils beaucoup de la relation que nous entretenons à notre propre passé? Alors clairement, oui, les neurosciences ne voient pas les idées, bien sûr, mais elles voient comment le cerveau fonctionne. Elles voient les zones cérébrales qui dégagent de l'énergie que l'ordinateur traduit en couleur rouge. Donc on voit que si je vous demande qu'est-ce que vous avez fait dimanche dernier, vous allez chercher, hop, vos deux lobes préfrontaux vont consommer de l'énergie. Tiens, il est en train de chercher. Tout d'un coup, je me rappelle maintenant ce que j'ai fait, hop, le circuit limbique va dégager de l'énergie. Ah, mais je vais lui raconter ce que j'ai fait dimanche dernier. J'ai été à la pêche en bateau, et tac, on voit le lobe temporal gauche du langage dégager de l'énergie parce que vous commencez à raconter. Donc on ne sait pas les idées, bien sûr, on ne les connaît pas, mais on voit les zones cérébrales qui fonctionnent pour se faire une représentation de ce que vous avez fait dimanche dernier. Si je vous demande d'imaginer ce que vous allez faire dimanche prochain, qu'est-ce que je vais faire dimanche? Les deux lobes préfrontaux vont dégager de l'énergie. Dimanche prochain, je vais peut-être aller à la pêche. Le circuit limbique de la mémoire va dégager de l'énergie. Le lobe temporal gauche va dégager de l'énergie parce que vous allez imaginer, vous allez raconter ce que vous avez imaginé de ce que vous allez faire dimanche prochain. C'est pratiquement les deux mêmes circuits. C'est-à-dire que quand vous imaginez, la mémoire est intentionnelle. C'est votre copain Bergson qui a dit ça le premier. La mémoire est intentionnelle. On va chercher, pas très consciemment, on va chercher dans son passé les images et les mots vrais, authentiques, qui permettent d'agencer un récit imaginé pour l'avenir ou imaginé pour le passé. On peut anticiper le passé. Voilà, je pense qu'avant mon explication, vous aviez des idées claires. J'espère. Mais si je peux me permettre, je trouve ça clair, moi. Mais ce qu'on a très bien entendu dans ce que vous avez dit, Boris Cyrulnik, c'est deux choses. Et je me permets de le répéter au cas où, c'est qu'il se passe la même chose dans le cerveau quand on se tourne vers le passé pour essayer de se souvenir et quand on se tourne vers l'avenir pour imaginer, grosso modo, voilà. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que la mémoire, n'imaginez pas que sa fonction première soit de conserver le passé. Sa fonction première est de prédire l'avenir, de faire des prévisions sur l'avenir. Et pour cela, qu'elle va inférer à partir des souvenirs du passé. Est-ce qu'on a une idée, justement, ce matin on a beaucoup parlé de l'IA, des machines, des nouvelles technologies. Forcément, la mémoire technologique, c'est pas qu'elle va prendre le pas, mais elle va occuper une place, c'est déjà le cas absolument prépondérante. Est-ce que ça pourrait avoir une influence sur la manière dont nos mémoires humaines elles-mêmes vont évoluer ou vont s'adapter à ce diktat quasiment de la mémoire technologique? Alors c'est la différence que nous on fait entre la trace et le souvenir.
Il y a des traces dans notre cerveau, il y a des traces dans les machines, il y a des traces dans les archives, et on n'en a pas toujours conscience. Et la plupart du temps, même, on n'a pas conscience de ces traces. Et pourtant, on ne sait pas pourquoi des choses nous choquent alors que mon voisin, ça l'amuse. On est blessé par une phrase alors que ça fait rire mon voisin. C'est qu'on n'a pas les mêmes traces. On a acquis une sensibilité particulière qui est tracée dans notre cerveau. Et on n'en a pas conscience. On ne sait pas pourquoi. On trouve des mots pour rationaliser le sentiment qu'on éprouve. Et je pense qu'il faut, nous en neurologie, on distingue la raison et la rationalisation. La raison, c'est les mathématiciens, c'est le chimiste, c'est le scientifique, c'est le philosophe qui trouve des mots pour agencer une représentation. Le souvenir, c'est ce que vient de dire Charles Pépin, c'est-à-dire qu'on va chercher dans son passé des images et des mots vrais qu'on va agencer pour en faire un souvenir vrai ou imaginé, mais l'imagination, c'est une forme de vérité. On prédit l'avenir et on prédit le passé. Charles, justement, la machine, l'outil technologique, l'IA notamment, on l'a encore vu ce matin, on voit bien comment ça va impacter justement le fonctionnement de notre mémoire et de notre rapport au passé, finalement. Oui, mais il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est que on va avoir de plus en plus de traces, en fait. Au fur et à mesure de l'existence, si vous avez 25 ans et que vous êtes né, à la différence de nous, qui n'avons pas le même âge, vous avez un archivage quasi quotidien, en fait, de votre vie, avec des traces, des images, des vidéos, etc. Et en fait, il faut comprendre que la logique de la mémoire est une logique indiciaire. On peut peut-être s'entendre sur ce mot pour dire que c'est pas un fantasme, c'est pas une fiction pure, bien qu'il y ait quelques faux souvenirs quand même, et c'est pas non plus une vérité. Vous voyez, parfois, vous êtes sûr d'avoir vécu un truc, et en fait, c'est un faux souvenir. Donc, entre les deux, il y a cette notion d'indice. Et pour répondre à votre question, eh bien, ce développement technologique va faire qu'on aura plus d'indices sur notre histoire. Encore faudra-t-il faire le tri, les déchiffrer, les croiser. Donc, je crois que ça va changer beaucoup de choses, mais il va falloir changer à la mesure de ce changement. C'est-à-dire ne pas se laisser ensevelir, ne pas se laisser déborder par une infinité de traces qui ne sont d'une part pas objectives et d'autre part trop nombreuses. Donc je pense qu'il va falloir se dire régulièrement, j'archive, je regarde dans mon smartphone, ça je garde pas, ça j'imprime, ça je fais un album, et de décider au fond de ce qu'on va conserver et qui permettra le récit de soi. Boris, je reviens à ce jour indicible de 1944, quand vous évadez la grande synagogue de Bordeaux. 80 ans après, comment avez-vous vécu avec ce passé ? Vous voyez la vitesse de ma réponse, hein, c'est-à-dire que là, il m'a mis à l'aise, là. C'est-à-dire que ça dépend du contexte. La mémoire individuelle se nourrit beaucoup de la mémoire collective. La mémoire collective, elle n'existe pas. C'est les récits, c'est la mémoire des récits collectifs. Si, dans les récits collectifs, les fabricants de mots, les journalistes, les écrivains, les cinéastes, les philosophes, les psychologues, les fabricants de mots fabriquent un événement, hop, ça va rentrer dans ma mémoire individuelle. Si autour de moi, personne ne parle, qu'est-ce qui va rentrer dans ma mémoire individuelle ? Le silence, le non-dit, un secret qui transmet beaucoup. Le silence transmet plus que les paroles. Le silence transmet... Pourquoi est-ce qu'il se tait ? Dans la musique, s'il n'y avait pas de silence, on entendrait du bruit. Pour que la musique prenne une forme musicale, il faut qu'il y ait un rythme et des silences. C'est pareil pour la parole. Alors, ce que j'ai fait, c'est que pendant la guerre, il fallait se taire parce que ma vie en dépendait. Après la guerre, j'ai été contraint à me taire parce que vous ne vouliez pas entendre ce que j'avais à dire. Je ne pouvais dire que ce que vous étiez capable d'entendre. Donc j'étais coupé en deux. C'est ce qu'en termes psychanalyse on appelle le clivage. C'est-à-dire que j'étais coupé en deux, je ne pouvais dire que ce que les autres étaient capables d'entendre, mais l'autre partie ruminait. Ça, c'est la mémoire toxique, c'est-à-dire que c'est pas la mémoire évolutive, c'est la mémoire qui ne fait que répéter, répéter, répéter. C'est la mémoire inerte qui n'est pas créative.
Alors que quand je me suis remis à vivre, quand le contexte a changé et m'a donné la parole, à ce moment-là, je me suis remis à vivre, mon clivage a disparu, je pouvais dire ce qui me venait pour répondre à vos questions comme ça venait. J'étais redevenu entier. Donc parfois, j'ai été amputé d'une partie de ma personnalité à cause de l'altération du discours culturel. Quand le discours a changé, je suis redevenu entier. J'aimerais qu'on évoque, Charles, un exemple qui fait écho justement au propos de Boris, qu'on parle de Georges Semprin. Il publie en 1994 L'écriture ou la vie, 50 ans donc après sa libération du camp de Buchenwald. Il avait été programmé de rédiger ce livre en 1945. Et alors le titre aurait été L'écriture ou la mort. Tout comme Simone Veil, en fait, ou Charlotte Delbo, il a réussi parce que, vous le dites très bien, il a tourné son écriture vers les autres. Boris, je rappelle que vous avez publié vos écrits, je me souviens, en 2009. Bien gérer son passé, c'est parfois mettre un sas de protection, justement, entre ce passé et soi, entre l'indicible et soi, le trauma et soi, pour enfin pouvoir en parler. Boris ou Charles ? Oui, d'ailleurs... Georges Semprin raconte, comme vous, qu'il n'a pas mis le sas lui-même. Hein. C'est parce que les gens ne voulaient pas l'entendre. Personne ne voulait entendre ce qu'il avait à dire. Et donc, il y a deux dimensions. Il y a cette dimension-là où, de toute façon, il dit, mais quand bien même j'aurais réussi à raconter qui pour l'entendre, et c'est des pages magnifiques dans l'écriture et la vie. Et puis, par ailleurs, ce que vous dites est vrai aussi, pour Georges Semprin, comme pour des femmes victimes de viol, par exemple, il y a un moment de vie où il n'est pas possible, il n'est pas supportable de revenir sur ce passé. Il n'y a pas de possibilité de le faire, sauf à être dévasté et à être complètement détruit par ça. Mais cet évitement, Georges Semprin parle d'oubli volontaire, il parle d'amnésie volontaire. On peut parler d'évitement ou presque de refoulement, ça dépend des contextes. Ça peut être un piège, parce que c'est pas parce que c'est nécessaire un temps que c'est salutaire toute la vie, et c'est pas parce que c'est efficace au début que ça va être efficace à long terme. En l'occurrence, dans le cas de Georges Semprin, il raconte que de toute façon ça marchait pas vraiment, qu'il faisait des cauchemars éveillés ou la nuit qu'il les réveillait, qu'il savait plus s'il était à Buchenwald ou sorti, qu'il avait des phénomènes de déréalisation. Et donc, de toute façon, il a toujours su qu'il faudrait qu'il y revienne, qu'il devrait se confronter à ce passé. Et d'ailleurs, c'est en le faisant qu'il a écrit son plus grand livre, qui est quand même un chef-d'œuvre, L'écriture ou la vie. Et effectivement, ça devait s'appeler L'écriture ou la mort, parce qu'il pensait au début que la seule façon de ne pas en mourir, c'était de l'écrire. Mais après, il a compris qu'il fallait d'abord ne pas l'écrire pour continuer à survivre, et plus tard réussir à l'écrire. Il y a un truc important, je voudrais dire, c'est que c'est un joli concept, que les psys appellent ça, vous connaissez peut-être, l'expansion, c'est-à-dire le fait d'emmagasiner de nouveaux souvenirs heureux, qui ne permettent pas d'oublier les mauvais souvenirs, qui ne sont pas du refoulement ou du déni, mais qui sont une manière d'avancer dans la vie, et quelque part de juste faire de l'ombre aux mauvais souvenirs, de les mettre en arrière-fond de la conscience, de leur prendre un peu de place dans l'infinité de la mémoire épisodique. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, je sentais qu'il fallait que j'emmagasine de nouvelles expériences heureuses, que c'était une question de survie. Pour ne pas être prisonnier de son passé, il faut accepter d'être en lutte. Il y a une forme de combat pour ne pas justement succomber à cet emprisonnement dans son passé. Alors, ceux qui sont prisonniers du passé, c'est ce qu'on appelle les syndromes psychotraumatiques. C'est toujours la même image, la même cri, la même angoisse, les mêmes mots qui reviennent, qui se répètent, et qui reviennent la nuit sous forme de cauchemar. Prisonniers du passé. En revanche, on peut non pas s'affranchir, mais on peut remanier la représentation du passé, puisque on a une petite liberté intérieure qui consiste à aller visiter intentionnellement ce qui s'est passé, comme l'a fait Jorge Semprún, qu'on appelle en France Georges Semprin, c'est le même. Hein. Et j'en ai clairement parlé avec lui. Et effectivement, on peut remanier la mémoire. Ça ne veut pas dire tricher, ça ne veut pas dire mentir, surtout pas. Ça veut dire agencer les souvenirs qu'on va chercher, les recontextualiser
différemment pour en faire une mémoire vivante, donc évolutive. Dans les années d'après-guerre, comme je ne pouvais pas parler, vers l'âge de 14 ou 15 ans, j'avais pris des notes sur ce qui s'était passé. Et puis, j'avais perdu ces notes. Devinez pourquoi. J'avais perdu ces notes. Et puis, j'ai écrit La vie t'appelle. Et puis, comme par hasard, quelque temps après, je retrouvais ces notes. Stupeur. C'est pas du tout le même récit. Le récit que j'ai fait de ce qui m'était arrivé, le récit à 14-15 ans que j'ai fait de ce qui m'était arrivé à 6 ans et demi, n'a plus rien à voir avec le récit que j'ai fait quand j'avais 70 ans. Je n'ai jamais menti. Comment vous l'expliquez, Charles, ça? Vous-même l'expliquez-vous, en fait. J'aimerais avoir votre interprétation des propos de Boris. Ce que j'entends, c'est plein de choses passionnantes. Et d'ailleurs, je l'avais lu dans votre livre « Sauve-toi, la vie t'appelle ». Ce qu'on entend déjà, c'est qu'un souvenir est toujours une réécriture en partie. D'ailleurs, on peut peut-être l'éclairer d'un phénomène qu'on a depuis compris en neurosciences. À chaque fois qu'on se souvient, à chaque fois, on va chercher le souvenir de long terme, enfin le souvenir de la mémoire de long terme, et on le retravaille dans la mémoire de court terme, qui s'appelle aussi mémoire de travail, et après il est renvoyé dans la mémoire de long terme, ainsi reconsolidé, mais le terme est un faux ami, ça veut dire remodifier ou réécrire en partie. Donc c'est ça que vous racontez. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on se souvient, on réécrit le souvenir. Pas complètement, mais en partie. Et puis le simple fait de parler ajoute la mémoire de ce qu'on a dit à la mémoire de ce qu'on a subi. Donc, c'est un remaniement de la mémoire. La mémoire saine, elle est évolutive. C'est pour ça que la psychothérapie est possible. Et je peux vous poser une question, même si je brise un peu ce qui est... Non, au contraire, vas-y. En fait, je me suis beaucoup intéressé pour mon dernier livre aux nouvelles thérapies qu'on appelle de la reconsolidation de la mémoire. Mais en fait, ça a l'air nouveau, mais pour vous, on a l'impression que vous le faisiez déjà, que c'était déjà connu de certains psychothérapeutes comme vous. Donc, quel regard vous portez sur ces nouvelles découvertes ? En psychothérapie, il y a à peu près 450 formes de psychothérapie différentes aujourd'hui. Ça veut dire que c'est difficile. D'abord, la définition de la psychothérapie est difficile. C'est un psychisme qui agit au bénéfice thérapie d'un autre psychisme. Je pense que le simple fait de rencontrer quelqu'un et de lui raconter, de chercher les mots, d'avoir des émotions provoquées, parce que la parole a un pouvoir affectif bien plus qu'informatif. Parler avec quelqu'un, c'est s'affecter et l'affecter. Et ensuite, l'objectivité, elle est secondaire. Alors peut-être pour les historiens, elle est importante, mais pour nous, ce qui compte, c'est l'intersubjectivité. Donc je pense que inventer une forme de psychothérapie, ça marchera. Vous dites d'ailleurs que verbaliser, c'est l'un des piliers de la résilience, du processus de résilience. Savoir verbaliser justement le trauma. En juin dernier, Boris, vous me confiez, c'était lors de la cérémonie du prix du livre, la Tribune, vous me disiez ceci: j'écris pour comprendre et me comprendre, j'écris pour aller à la rencontre des autres et de moi-même, pour bien vivre avec un passé difficile, traumatique, la capacité d'imaginer et la capacité de créer, c'est peut-être l'un des principaux leviers justement de construction vers un nouvel allant, vers un nouvel avant. Bien sûr. Et d'ailleurs, on a entendu que quand vous évoquiez la mémoire traumatique, c'est celle qui est justement figée, où on n'a plus cette capacité de réécriture, de créativité, ou même tout simplement de dénomination. Et tout l'enjeu, c'est de remettre du mouvement, du jeu, JEU, dans cette mémoire figée, pour qu'elle redevienne vivante et qu'on ait cette capacité de créativité que vous évoquez. Il y a un concept très joli chez, comme vous l'avez bien dit, mon ami Bergson, c'est la récapitulation créatrice. Et c'est le concept qui est au cœur de mon livre, que j'essaye de vulgariser. Pour lui, la manière d'aller de l'avant, c'est de récapituler toute son histoire, mais on le fait sans cesse de manière créatrice. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose de figé, de statique, en train de faire le bilan. On est en train de ressaisir son histoire dans le mouvement par lequel on va de l'avant. Et ça implique évidemment réécriture, relecture, réinterprétation, si bien que le passé est moins que jamais du passé. Oui. Il est une matière qu'on remodèle, il est une partition qu'on rejoue, un texte qu'on réécrit, en partie évidemment, parce qu'il est clair que ce que vous avez vécu à 6 ans
il y a bien des épisodes, il y a des choses qui ont eu lieu. Mais simplement, il y a beaucoup moins de choses qui ont eu lieu, finalement, que de choses sur lesquelles on peut intervenir, sur lesquelles on a encore la main, parce que ça reste en nous. Parce que le passé, il est en nous, il est en moi, dans mes perceptions, dans mes schémas de vie, dans mes goûts, dans mes habitudes. Est-ce qu'il existe un déterminisme social presque dans notre capacité à vivre avec notre passé? Je m'explique et je rebondis sur votre ouvrage, Charles. L'une des mémoires auxquelles vous faites référence, c'est la mémoire dite sémantique. C'est la mémoire des mots, celle des idées. Elle contient, vous dites, l'ensemble des connaissances, idées et jugements que nous développons, qu'ils soient implicites ou explicites. Elle est capitale pour échapper au ressassement d'un souvenir douloureux, en travaillant sur celui-ci pour en changer l'éclairage. Est-ce que c'est pas la démonstration que nous sommes inégaux, justement, dans notre rapport au passé? Parce que entre ceux qui sont sensibilisés aux mots, à la connaissance, à la verbalisation et les autres, on ne dispose pas des mêmes armes. Oui, c'est sûr qu'il y a la question sociale entre en jeu. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on en fait? Oui. Il y a deux façons de l'entendre. Soit, une fois qu'on a dit ça, on refuse les propositions humanistes, progressistes, comme les nôtres, au fond, qui visent à dire « vous pouvez faire quelque chose de ce passé douloureux, est-ce que ce passé vous a transformé, vous pouvez encore le transformer ?» Et on dit, effectivement, il y a des histoires plus dures que d'autres et des milieux sociaux plus défavorisés que d'autres, mais vous, quand même, vous pouvez retrouver un peu de pouvoir. Soit on dit ça, moi c'est ce que je dis, sans nier la question sociale, soit dans ce cas-là, on propose rien. On dit, dans ce cas-là, on démissionne, vous voyez. Et c'est un débat que j'ai depuis longtemps. Quand j'ai écrit Les Vertus de l'échec, on m'a fait le même reproche en disant, oui, bien sûr, c'est joli les vertus de l'échec, mais si t'es l'enfant de 5 générations de chômeurs à Tourcoing, c'est plus dur de vivre un échec vertueux qu'un enfant de la bourgeoisie à Lyon. À Lyon, surtout. En fait, je suis d'accord, mais c'est pas une raison pour pas proposer un chemin de progression. Et par ailleurs, il faut aussi dire que cette question sociale, elle entre en lien avec d'autres questions. Il y a des enfants de milieux sociaux favorisés qui ont une histoire tellement traumatique qu'ils vont encore moins s'en sortir que d'autres. Et donc, moi, dans tout mon travail, je ne mets jamais la question centrale au centre. Ça ne veut pas dire que je suis de droite, hein. Ça veut juste dire que je pense que la question sociale, elle est à saisir en même temps que plein d'autres questions. L'inconscient, la géographie, voilà. Parfois, ça peut être... Vous voulez compléter? Ce que dit Charles Pépin m'inspire que la modernité n'est pas un facteur de protection. C'est-à-dire que on a fait des progrès stupéfiants pour les machines, pour les transports, pour les soins, et on est de plus en plus anxieux. Parce qu'on n'a pas le temps de digérer, on n'a pas le temps de se personnaliser tranquillement, et que, au contraire, la lenteur est un facteur de protection. On choisit, on est sensible à un certain type d'information, on est insensible à d'autres types d'informations, et ça dépend des empreintes précoces dans la mémoire. Dans le rapport qu'on a remis en 2020 au gouvernement, on insiste beaucoup sur les années préverbales, où il y a une mémoire dans les années préverbales. C'est une mémoire sans souvenir. Il n'y a aucun souvenir de ces années-là, et pourtant le cerveau est circuité par le milieu. C'est-à-dire que le cerveau est sculpté par le milieu. Mais nous, on a la liberté d'agir sur le milieu qui agit sur le cerveau de nos enfants. On a donc un degré de liberté, on a donc un degré de responsabilité. Si le gouvernement n'applique pas nos décisions, c'est lui qui sera coupable. Il peut être vertigineux, voire même culpabilisant, de prendre la décision de s'écarter de son passé social, dans lequel, en théorie, on devrait justement construire les rails de son avenir. Heureusement, il y a des gens qui font ce choix-là, mais ça peut être culpabilisant, presque honteux, de dire non. Je dis non à ce passé, je quitte ce milieu social, ce passé dans lequel j'étais enfermé pour aller ailleurs. Alors je vois que vous évoquez implicitement des gens comme Didier Ribon, comme Annie Ernaux, comme Édouard Louis, qui ont évoqué une honte sociale au fait d'avoir tourné le dos à leur milieu et qui tous racontent combien ils sont rattrapés par leur milieu. Mais c'est valable dans tous les milieux. Je prends un autre exemple, c'est Laure Murat, qui vient de sortir Proust, roman familial. Elle est une enfant de l'aristocratie. Son père était le duc de Luynes. Tous ses grands-parents et ses arrière-grands-parents sont des personnages de La Recherche du temps perdu de Proust, des vrais personnages.
Et elle a tourné le dos à son milieu, comme Didier Ribon tournant le dos à son milieu prolétaire, homophobe. Elle, c'est à l'aristocratie, etc. Et elle a tellement tourné le dos qu'elle a déclaré à sa mère à 18 ans je suis lesbienne, je pars vivre aux États-Unis. Sa mère lui a dit je te reparlerai jamais, tu es l'échec spirituel et moral de notre lignée. Elle est devenue une défenseur de la cancel culture aux États-Unis. Elle s'habille comme une sportive avec un bonnet et un survêtement. Enfin, vous voyez le genre, quoi. Et pourtant, 40 ans après, quand on lui parle, il y a dans sa voix quelque chose de l'aristocratie d'Ancien Régime. Et ben c'est pareil, quand Didier Ribon a tourné le dos, il est devenu un produit de la méritocratie, il a même pas vu les enfants de ses frères, il a jamais revu son père, il a laissé son père mourir sans aller le voir. Et puis quand même, il écrit Retour à Reims pour dire, en fait, c'est mon milieu. Et j'en viens, et quelque part, quand des bourgeois attaquent les grévistes ou les gilets jaunes, ils m'attaquent quand même moi. Et ben, j'ai l'impression que à chacun son rythme, mais ce qui est sûr, c'est que tôt ou tard, il faudra bien entendre que ce passé est le mien, et que si je veux faire des choses qui me ressemblent, qui expriment ma liberté, j'aurais même envie de dire qui me rendent heureux, c'est quand même plutôt en comprenant de quoi je suis l'enfant, qu'en nourrissant l'illusion de me débarrasser du passé comme ça. Et c'est ce que j'appelle dans mon livre l'illusion moderniste. Alors voilà, c'est une illusion qui est au cœur de la modernité. C'est ce que chante Brel, ne me quitte pas, on peut t'oublier, tout peut s'oublier. Il y a plein de gens qui chantent ça, mais je pense que, enfin, j'essaie de l'expliquer que c'est plutôt une illusion. Boris, vous voulez compléter ? Et c'est aussi l'illusion de l'individu. J'ai eu la chance de travailler au Japon. Les Japonais m'expliquaient que l'individu est une illusion occidentale. C'est-à-dire que, en fait, on est constamment saisi, pénétré, imprégné par le milieu. D'où l'accent. Oui. Quand on apprend à bien parler, et on apprend à bien parler en 10 mois, entre le 20e et le 30e mois, tout enfant apprend à parler. Personnellement, ça fait 65 ans que je suis débutant en anglais, mais j'espère que dans 50 ans, ça ira. Mais ça veut dire que si j'étais né en Angleterre, j'aurais été imprégné par la langue anglaise que j'aurais apprise en 10 mois. Et on retrouve effectivement l'accent non seulement du pays, mais l'accent de la classe. Si à Marseille, il y a l'accent des Marseillais on est sûr que s'ils ont l'accent marseillais, c'est qu'ils sont nés à Marseille. Et il y a d'autres Marseillais qui n'ont pas l'accent marseillais, donc c'est qu'ils viennent d'autre part. J'aimerais qu'on parle d'un sujet qui, a priori, semble très économique, mais qui est avant tout philosophique. C'est le thème de l'héritage. Tout un camp milite pour qu'on taxe bien davantage les droits de succession, y compris d'ailleurs pour corriger les inégalités de naissance et aussi pour diminuer la taxe sur le travail. Et puis un autre camp est vent debout devant cette idée. Au cœur du débat, il y a bien notre conception du passé, notre rapport au passé et presque la valeur que nous affectons au passé. Boris. C'est vrai. Vous dites Boris, mais Non, Boris ou Charles, justement. Comment vous positionnez dans ce débat sur la taxation de l'héritage ? Alors, il y a un passé imprégné et un passé imaginé, c'est ce qu'on dit depuis qu'on bavarde ensemble. Et la filiation, c'est le parfait passé imaginé. C'est-à-dire que ça dépend des structures familiales, ça ne dépend que des récits. On ne peut pas percevoir notre filiation, on ne peut que entendre un récit de notre filiation. Or, dans cette salle, on a tous, parmi nos ancêtres, une reine, une prostituée, un gendarme, un voleur, un débile et un prix Nobel. Quand je vais raconter ma vie, de qui je vais parler ? Devinez. Je vais parler de la reine, du gendarme et du prix Nobel. J'aurais pas menti, mais je vais me faire un récit de filiation parce que si je suis de bonne humeur, je vais choisir ces images glorifiantes de ma filiation. Si je suis de mauvaise humeur, je vais choisir d'autres images tout aussi vraies. Je suis dans ma filiation, il y a une prostituée, un voleur et un débile profond. Et dans les deux cas, je vais dire la vérité, mais j'aurai eu un sélecteur qui est contextuel. Et c'est à ce moment-là, c'est ce qu'on dit depuis le début de notre rencontre, je vais chercher dans mon passé ce qui va donner une forme à la manière dont je me sens aujourd'hui. Mais alors, et d'ailleurs, c'est aussi affecté par mon humeur présente. Si je suis en dépression,
je vais aller chercher que le négatif. Si je suis de bonne humeur, je vais aller chercher ce qui me porte. Où on voit bien que ce qui nous intéresse ici, c'est quand même comment je vais de l'avant dans la manière de me tourner vers mon passé. Ce qui, j'en conçois, n'est pas une réponse à votre question. Non, parce que je veux savoir si selon vous, il y a une valeur marchande, pécuniaire même, au passé. Je suis totalement incompétent. Bien, je ne sais pas quoi dire. Enfin, j'ai réfléchi, je savais que vous poseriez cette question, mais plutôt que de dire quelque chose que je ne peux pas argumenter, je voudrais juste rappeler ce que c'est que bien hériter. Et peut-être que indirectement, c'est une réponse. Bien hériter, c'est réussir à transformer ce qu'on reçoit pour en faire quelque chose d'autre. Voilà. Et dans mon livre, je propose des critères pour bien hériter, voilà, le pas de côté, la générosité, la créativité. Et je vois bien que ce n'est pas une réponse à votre question. On va projeter une photo de David Bowie, puisque vous en parlez dans votre livre. Vous affirmez « Nous pouvons tous choisir, comme lui, de nous tourner davantage vers l'avenir que vers nos souvenirs. » Boris, peut-on vraiment, nous tous, est-ce qu'on a tous le choix de nous tourner vers l'avenir et est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce qu'on a tous cette possibilité-là, vraiment? Alors, on a une illusion de liberté aussi. C'est qu'on a l'impression de choisir, mais quand on fait des études dans le rapport des 1000 premiers jours qu'on a remis, il y a 70% de tous les enfants, de tous les bébés préverbaux qui acquièrent ce qu'on appelle un attachement sécure, c'est-à-dire une confiance en soi. Ils s'orientent vers l'autre, ils sourient, ils interpellent. C'est ceux qui aiment parler ou sourire, c'est ceux qui aiment en même temps les jeux de fiction. Un bébé qui commence à faire semblant de pleurer ou à jouer avec sa poupée ou son camion, puisqu'ils sont en vedette actuellement, c'est un bébé qui a confiance en lui, donc il invente une relation qui va établir une relation constructive avec l'autre. Un enfant sur 3 n'a pas acquis cette confiance en lui. Il va se mettre de côté, il va se mettre à distance, il va agresser celle qu'il aime, parce que l'amour va l'angoisser, et ces enfants-là, eux-mêmes se mettent en situation de parler après les autres. Comment va-t-on faire pour établir des relations, nous, êtres humains, si on ne sait pas parler ? Donc, on voit qu'actuellement, dans notre société, les enfants qui ont appris à parler, qui ont été entourés par des niches affectives, et comme je proposais tout à l'heure, la parole a une fonction affective, parler à un bébé, c'est sculpter son cerveau. Même s'il ne comprend pas, il sent qu'on lui parle. Donc pour lui, c'est un événement majeur. Ça sculpte son cerveau. Ces bébés auxquels on parle arrivent les premiers au langage. Ils rentrent en maternelle en 3 ans avec un stock de 1000 mots. Alors que les bébés auxquels on ne parle pas ou autour desquels on ne parle pas parce qu'il y a la violence conjugale, parce qu'il y a la précarité sociale, parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a un tremblement de terre, etc. Ces bébés-là, dans une niche appauvrie, rentrent en maternelle aujourd'hui à 3 ans avec un stock de 200 mots. Devinez lesquels vont devenir bons élèves. Donc il y a une injustice sociale qui se met en place avant la parole. Alors, je suis très content de ma réponse, mais j'ai oublié votre question. C'était David Bowie. Voilà. La question, c'était David Bowie. Voilà. Est-ce qu'on a vraiment tous le choix? Juste, je précise, quand j'écris ça dans le livre, c'est justement en reconnaissant que le cas David Bowie semble plutôt une objection à ma thèse. Parce que David Bowie a une enfance très difficile, et puis il n'en parle jamais, il va de l'avant, il est très créatif, comme si il avait des ressources que d'autres n'ont pas, de se tourner toujours davantage vers l'avenir que vers ses souvenirs, et que vers ses mauvais souvenirs. Et votre question, c'était, est-ce qu'on a tous cette ressource? Ma réponse dans le livre est clairement non, puisque David Bowie a une créativité, une force de vie hors norme. Et puis n'oublions pas qu'il a peut-être évité son passé douloureux toute sa vie, mais à un moment, il a failli mourir d'addiction à la cocaïne, et il s'est mis à faire des saluts hitlériens dans des concerts. Donc, on peut imaginer qu'il y a eu un petit peu un retour, un effet rebond de quelque chose qu'il avait voulu éviter trop longtemps, et à un moment qui est ressorti. Même chez David Bowie, voilà. Lorsqu'on a besoin de faire la paix avec son passé, ça nous arrive tous, le pardon est-il une clé? Est-il toujours libérateur, le pardon d'ailleurs? Est-ce que parfois on peut finalement s'offrir la possibilité de ne pas pardonner? Bien sûr.
Bien sûr. Et je crois qu'il y a des cas où, où le pardon n'est pas possible déjà, et où ce qui permet à l'équilibre psychique de se faire, c'est de garder sa colère, son agressivité. Il y a beaucoup de récits là-dessus. Virginie Despentes en parle très bien, ou même récemment, Neige Sino, dans son livre Triste Tigre, elle raconte ça. Elle a été violée par son beau-père plusieurs fois par jour de 9 ans à 14 ans. Elle n'a pas du tout envie de lui pardonner, alors que d'ailleurs la société semble avoir pardonné au bourreau qui a fait sa peine bien plus que de regarder la victime avec des yeux pleins d'empathie. Donc non, je ne dis pas du tout que le pardon soit la solution tout le temps. En revanche, ce que je dis dans le livre, c'est que quand il est possible, s'il est possible, il dit le geste de mon livre de manière presque chimiquement pure, à savoir une manière de se tourner vers le passé, ouvre de nouveau l'avenir et libère le coupable et la victime dans un double geste. Après, une fois que j'ai dit ça, je dis mais est-ce que c'est possible? Et là, il faudrait peut-être écrire un autre livre. La nostalgie, c'est un déterminant de notre rapport au passé. Est-ce que c'est nécessairement une entrave pour bien vivre avec son passé? Ou est-ce qu'au contraire, ça peut être un moteur, une porte qui nous ouvre de manière constructive vers notre passé? Bien, c'est les deux, c'est-à-dire que la nostalgie, c'est la douleur du nid qu'on a perdu. Donc si on vit dans un pays étranger avec la nostalgie du pays qu'on a perdu ou de quelqu'un qu'on a perdu, on a un chagrin constant. En revanche, quand on est âgé et qu'on retrouve les traces de son passé, le bonheur de retrouver le village de son enfant, ce n'est que du plaisir. C'est probablement une mémoire recomposée, mais on retrouve les chemins quand ils n'ont pas changé. Quand on retrouve l'église, on retrouve les copains. Mais alors, à ce moment-là, on a le bonheur de la nostalgie, le plaisir de la nostalgie. Il y a un petit plaisir, il y a des films délicieux sur la nostalgie, il y a des poèmes extraordinaires sur la nostalgie. Mais ce qui se passe actuellement, c'est que la société change tellement vite qu'on ne retrouve pas le village de son passé. Et que beaucoup de gens âgés disent « je suis exilé dans mon propre pays ». Je ne reconnais pas mon village, c'est plus mon village, je suis perdu. Et là on a une altération de la mémoire provoquée par l'excès d'information, provoquée par la vitesse. On n'a pas le temps de digérer, ça va trop vite pour nous. Il y a des rythmes biologiques à respecter, et là on voit que s'il y a trop d'informations, on est confus. Et si on est confus, on est anxieux. On ne sait pas quoi faire. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va trouver un sauveur et on lui dit, monsieur, plus que madame, dites-moi ce qu'il faut penser, dites-moi ce qu'il faut faire. Et on vote démocratiquement pour un dictateur. Et ce qui est aussi important dans cette accélération du rythme de vie, c'est que c'est ça qui fait que la nostalgie a juste le temps d'être douloureuse, alors qu'on pourrait, si on se calmait et si on retrouvait le bon souvenir, si on y replongeait avec délicatesse, en prenant quelques instants, être heureux d'avoir été heureux, et non pas nostalgique que ce bonheur ne soit plus. Manière de dire que la mémoire, parfois, si on lui donnait sa chance, si on arrêtait d'être éparpillé et pressé, elle pourrait être plus forte que la nostalgie. J'aimerais qu'on parle... alors, pas de mémoire collective, puisqu'il faut parler plutôt de récit collectif, mais on parle beaucoup, et votre livre est très centré justement sur la mémoire individuelle, mais c'est intéressant de voir aussi la mémoire que nous entretenons collectivement à un passé, ou en tout cas ensemble à un passé collectif. Doit-on aborder de la même manière notre rapport individuel au passé et notre rapport à un passé collectif? Alors ma réponse va être claire, hein, c'est oui et non. Merci Boris. Alors, par exemple, la collaboration, après la guerre, on en parlait très peu. Alors si, il y a eu les règlements de compte des tribunaux d'après-guerre, mais qui ont vite été interrompus par De Gaulle, et il y a eu une longue période où la mémoire, les récits ont été alimentés par la résistance,
merci les résistants, mais tous les films, tous les journaux, tous les témoignages parlaient de ça. Je ne veux surtout pas en dire du mal, hein, mais notre mémoire individuelle était alimentée par la fierté d'avoir été résistant. Et c'est Paxton, un historien anglo-saxon, américain, je crois, c'est Paxton qui a découvert les archives de Vichy, et du coup la mémoire collective change, parce que les récits collectifs changent. Même problème pour la guerre d'Algérie. À la guerre d'Algérie, pendant très longtemps, j'avais des patients, j'ai connu deux guerres, j'ai connu la guerre de 40 et la guerre d'Algérie. Eh bien, on ne pouvait pas en parler, parce que ceux qui n'y avaient pas été avaient des certitudes. C'est fou ce que l'ignorance peut donner des convictions. Alors que les gens, quand on est sur le terrain, on doute, on hésite, on nuance, alors que l'ignorance, on sait. Or, c'est un film italien, La bataille d'Alger, qui a raconté aux Français, attention, voilà ce qui s'est passé en Algérie, voilà ce que les soldats ont tiré sur des Français, voilà ce qui s'est passé. Et du coup, la mémoire, la fabrique de la mémoire a été très différente grâce aux journalistes, aux historiens, aux cinéastes. Au sein de la communauté juive, aujourd'hui, certains pensent qu'il est temps, je mets des guillemets, de tourner la page de l'Holocauste. Autre exemple, le passé colonial de la France. Certains estiment qu'à force de le convoquer en permanence, il fait obstacle à l'intégration des populations issues de l'immigration. Et on entend souvent ces expressions « solder le passé »,« faire table rase du passé ». Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas souhaitable et ce n'est pas possible. Ça n'est pas souhaitable parce que c'est une amputation d'un problème qui vit encore en nous, surtout si on n'en parle pas. Le fait de ne pas parler d'un problème fait qu'on répète, on rumine et on se met sur le tapis roulant du syndrome psychotraumatique qui est une torture parce que les gens qui souffrent de syndrome psychotraumatique ne peuvent plus travailler, ils ne peuvent plus aimer, ils ne peuvent plus rigoler. Alors eux, ils sont prisonniers du passé. Alors ce n'est pas souhaitable parce que ça fait souffrir tout le temps et ça n'est pas possible. C'est-à-dire que l'empreinte est là et si on se tait, on ne la remanie pas. Alors que l'avantage, la nécessité, comme on l'a dit tout à l'heure, d'écrire des romans, de réfléchir, on ajoute à la mémoire de ce qu'on a compris à la mémoire de ce qu'on a dit et à la mémoire de ce qu'on a subi. Si je parle, votre simple présence participe à mon discours. Voilà, par exemple, il vient de hocher la tête. Je sais qu'il est d'accord et qu'il sourit maintenant. Alors il m'encourage à continuer. Donc, votre silence a participé à mon discours. Donc, mais ce n'est pas le cas de la parole écrite. Dans la parole écrite, je vais chercher intentionnellement des archives, des mémoires, des faits que je vais agencer, comme Georges Semprin, que je vais agencer pour en faire un récit. Et là, je vais rentrer dans la culture. Là, il y a des gens qui vont me dire, non, là, tu t'es trompé. Et forcément, il s'est trompé. Dans les observations qu'on fait, d'abord la mémoire, à l'université de Toulon, on a fait des observations sur la mémoire immédiate, presque immédiate. Un mois après, elle est déjà transformée. C'est-à-dire, un mois après, les gens ne font plus les mêmes récits. Donc la transformation va très vite. Mais ça veut dire aussi que notre créativité nous permet justement de nous libérer du passé. Et ça veut dire aussi qu'il faut quand même brider cette créativité pour ne pas tomber dans le n'importe quoi, d'où l'idée de croiser des témoignages, de croiser des indices, de vérifier des choses. Et juste sur l'expression « tourner la page », on est bien d'accord, on se comprend, c'est une illusion de penser qu'on fait table rase du passé, et de multiples études en psychologie ont montré cette impasse, en fait, et qu'il y aura ce qu'on appelle un effet rebond. C'est ce qu'on appelle aussi l'effet ours blanc, d'après une phrase de Dostoïevski qui dit « Essayez de ne pas penser à un ours blanc et vous verrez que le satané animal arrivera toujours sur vos paupières. » Mais juste une petite remarque, c'est qu'en fait, tourner la page, en fait, au sens propre, bah si, c'est bien, parce que la page, elle reste dans le livre. Donc si c'est tourner une page, mais qui reste dans l'histoire, dont je me souviens, que je peux relire autrement, et que je peux voir comme ayant une place différente au fur et à mesure que j'avance dans le texte de ma vie, en ce sens-là, redéfini,
On peut dire que oui, il faut tourner des pages. Dans un récit collectif, on a souvent parlé du devoir de mémoire, puis on a davantage parlé du travail de mémoire. Ce travail de mémoire nous sert-il collectivement à mieux gérer un passé collectif Alors, oui, qui peut être traumatique, bien sûr. merci de dire ça, parce que quand j'ai succédé à Simone Weil pour le prix de l'histoire de la Shoah, on nous disait il faut travailler, votre thème, ça sera le devoir de mémoire. Le devoir de mémoire, c'est le ressassement. Et effectivement, on voyait apparaître des autobiographies qui étaient toutes les mêmes. Les gens ne mentaient pas. Ils racontaient un récit stéréotypé. Ça n'avait plus aucune valeur d'invitation à être ému, d'invitation à penser. C'était tagada, 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 soin de soin. Les tragédies étaient transformées en ritournelles. Et j'ai dit que je souhaitais orienter l'histoire de la Shoah vers le travail de mémoire. Il faut absolument qu'on comprenne. Et maintenant, qu'on comprenne ce qui s'est passé. Et dans le prix, maintenant, il y a des musulmans, il y a des Allemands qui viennent travailler avec nous. Travailler, élaborer. Qu'est-ce qui s'est passé chez nos grands-parents? Qu'est-ce qui s'est passé chez nos parents? Comment nos grands-parents qu'on aime, comment nos grands-parents allemands ont-ils pu être pris par un récit aussi stupide? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire Mein Kampf, c'est stupéfiant de penser que les Allemands, le peuple le plus cultivé d'Occident dans les années 30, aient pu gober. Il n'y a rien, c'est confus, il n'y a rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a eu un phénomène, on a compris, avec les descendants, avec les petits-fils de ces Allemands, on a compris qu'il y a eu un piège d'imitation qui fait que les Allemands se sont laissés entraîner dans un problème affectif, sensoriel, qui a arrêté la pensée. Hannah Arendt dit, c'est une de vos copines que j'ai beaucoup fréquentée. Hannah Arendt dit, pour garder sa liberté intérieure, à ce moment-là, mais il faut s'extraire du groupe. C'est très difficile de perdre ses amis pour penser contre soi et penser contre ses amis. C'est très difficile. Et les musulmans qui travaillent avec ce prix nous parlent de la guerre d'Algérie, et avec eux, on fait le même travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il y a quelque chose de libérateur. Comment se construit-on dans un passé collectif effroyable? Je prends l'exemple, ces jeunes Allemands qui sont nés en 1946, les jeunes Hutus, qui sont nés, vous connaissez très bien le génocide Hutu. Comment se construit-on lorsqu'on est avec ce passé collectif qui est absolument barbare et traumatique? Alors, la transmission, je propose un schéma pour répondre à cette question. La transmission, elle est d'abord biologique, puisqu'on sait maintenant que quand quelqu'un vit dans un stress constant, les substances du stress abîment l'extrémité des chromosomes et provoquent des maladies. Et pendant très longtemps, j'ai dit que ça ne provoquait pas le cancer parce que c'était ce qu'on disait. Et maintenant, il y a des découvertes qui disent que c'est faux et que vivre dans un stress constant augmente la possibilité de cancer. Transmission biologique. Il y a une transmission affective, préverbale. J'ai du mal à m'opposer aux gens que j'aime. J'ai envie de penser comme eux. Je suis donc prisonnier de mon affection pour arrêter ma pensée. J'ai envie de réciter comme eux pour continuer à aimer ma mère, mes amis, ma femme. Et la troisième transmission, c'est dans ce qu'on a travaillé depuis le début, c'est les récits collectifs. On peut agir sur ces trois transmissions. Mais effectivement, donc c'est à nous de décider comment on va faire pour organiser les métiers de la petite enfance, comment on va faire pour organiser l'école et l'université, et comment on va faire pour organiser la nouvelle culture de ceux qui sont des fabricants de mots, des fabricants d'idées. Charles. Et d'ailleurs, Gaël Faye, dont la famille a connu ce génocide, raconte très bien qu'il a vu des jeunes de sa génération, voire plus jeunes, avoir envie d'oublier, quoi, de pas penser à ce génocide tellement inimaginable. Et il raconte comment, dès lors qu'il parle avec eux et qu'il leur explique qu'il y a un travail à faire de la mémoire, un travail pour essayer de comprendre, pour essayer de remodeler des indices, des souvenirs, que finalement c'est ce travail qui libère et c'est ce travail qui fait du bien.
Parce qu'autrement, on sera rattrapé à chaque fois. Vous partagez tous les deux une même passion pour le rugby, sujet d'actualité. Charles, d'ailleurs, vous l'employez comme métaphore dans votre essai. C'est presque même une synthèse, j'allais dire, de votre essai. Vous rappelez cette règle qui veut qu'on progresse collectivement vers l'en-but adverse en passant le ballon à ses coéquipiers vers l'arrière. Donc l'image, c'est qu'on avance en se retournant. On se souvient tous de la Coupe du Monde de football en 98, qui a vraiment créé une effervescence, et on a l'impression qu'elle a créé un récit collectif qui a duré très longtemps. Imaginons que la France gagne la Coupe du Monde de rugby. Est-ce qu'on peut imaginer que là, est-ce qu'on peut espérer retrouver justement cet élan collectif et qui peut s'étaler sur plusieurs années d'ailleurs? Bien sûr, on va le retrouver. Personne n'en doute. Mais ce qui est sûr, c'est que à chaque fois, on a une manière de se tourner vers l'arrière qui permet d'aller de l'avant ou pas. C'est ça la question. Et on peut aussi se retourner sur 98 en disant voilà, la France, c'est plus la même France, c'est plus les mêmes valeurs. On peut être dans cette nostalgie passéiste ou alors se tourner de façon critique, curieuse, enquêtrice, interrogatrice en se disant comment cette alchimie a eu lieu? Qu'est-ce qui fait qu'on a eu quelque chose de mystique et pas simplement d'arithmétique dans une belle équipe? Et peut-être comment on pourrait aujourd'hui reproduire ça? La question, c'est toujours la même. C'est pas se tourner vers le passé ou pas. C'est comment se tourner vers le passé. Et j'aurais envie de dire deux choses avec un esprit de curiosité et j'aurais envie de dire aussi un esprit d'enquêteur. Voilà, les choses sont à déchiffrer et je dois aller chercher. Et c'est pour ça qu'il y a un travail de mémoire. Et c'est pour ça qu'on pourra peut-être se tourner vers l'avant dans le moment même où comme les joueurs de rugby se tournent vers l'arrière. Mais j'insiste, ils ne se tournent pas que vers l'arrière. Ils se tournent aussi vers les autres. Quand je jouais au rugby, on avait un mantra que j'ai jamais oublié. Un match de rugby, c'est 1h30. Le restaurant, c'est 3 heures. La vantardise, c'est 1 semaine. On l'a évoqué ce matin avec Jean-François Delfrécy, nous sommes en plein débat national sur la fin de vie, mais c'est avant tout un débat que chacun d'entre nous a avec lui-même, bien sûr. La position favorable ou plutôt hostile que nous réservons à l'aide active à mourir est-elle un indicateur du rapport que nous avons avec notre passé? Et est-ce que vouloir mettre fin aux souffrances de son corps signifie-t-il mettre fin à son passé? C'est marrant comme question. Non, je ne vois pas comme ça. Je pense que la question c'est légitime quand il y a un degré de souffrance perçu comme intolérable. Donc on est vraiment dans une question de rapport au présent, justement. Je n'ai pas l'impression que ça convoque... Ok, quand je mets fin à ma vie, je mets fin à la vie d'une personnalité qui est produite par son histoire et par son passé. Mais ça ne me paraît pas être la question centrale ici. J'ai l'impression que c'est... Qu'est-ce que c'est que vivre dans la dignité au présent, justement? On n'est pas dans le rapport au passé, il me semble. La foi, la transcendance, influence chez les croyants la conscience de ce qu'ils sont et par définition singularise justement leur rapport à l'éternité. Et quand on parle d'éternité, on parle aussi forcément de passé, de penser ou non que Dieu existe, de croire ou non que notre âme poursuit son itinéraire après la mort. Est-ce que c'est un déterminant de notre relation au passé? Alors, c'est même une caractéristique de la condition humaine. C'est-à-dire que nous, êtres humains, on est capable, on est probablement la seule espèce vivante capable de se représenter quelque chose de totalement impossible à percevoir. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la vie? Après la mort, et on voit que la première œuvre d'art, c'est les sépultures. Pourquoi faut-il faire un rituel du deuil pour accompagner celle qui n'est mort que dans le présent? Il est mort que dans le réel. Il vit encore ailleurs. Les Égyptiens ont beaucoup travaillé ça. Ils ont fait des œuvres d'art magnifiques. Ça veut dire que nous, êtres humains, on est les seuls capables de vivre dans un monde de pensée. Donc, de pensée créative, l'art, la littérature, la philosophie, la psychologie, etc., mais aussi de délire. C'est-à-dire qu'on est les seuls êtres humains capables de vivre
dans un délire non psychotique et même un délire logique. L'exemple même de délire logique, c'est l'esclavage. J'ai vu des archives de la traite des Noirs disant il faut absolument conserver l'esclavage, sinon le prix du sucre va augmenter. Ce qui est vrai, ce qui est logique, ce qui est un crime stupéfiant. C'est des raisonnements qui ont été tenus. La merveille et l'horreur, on est capable de ça. Pour vous répondre à votre question, est-ce que de croire en quelque chose d'immortel, en Dieu, ça aide à bien vivre avec son passé? Je vais retourner la question en vous proposant un petit exercice. Si vous retournez sur votre passé et vous dites, c'est bizarre, j'ai été cette personne, cet enfant de 5 ans, cet adolescent de 18 ans, cette personne de 40 ans, ce jeune retraité, et puis là, je vois bien que tout a changé. Dans mon corps, par exemple, en 7 ans, toutes les cellules sont régénérées. Et pourtant, je vois bien que c'est moi. Comme si le moi, celui qui se souvient, quelque part, quand je me retourne sur mon passé en arrière, il avait échappé au temps. Mais alors, s'il a échappé au temps, c'est un autre délire logique, vous allez voir. S'il a échappé au temps avant, peut-être qu'il échappera au temps après. Et donc peut-être que ce que me dit ma mémoire, c'est qu'elle me permet de toucher l'immortalité de mon âme, de mon moi. Et en tout cas, c'est ce que dit Proust par moment. Donc je ne dirais pas que c'est de croire en Dieu qui aide à bien vivre avec son passé, mais qu'une certaine manière de se retourner sur son passé et d'avoir l'impression que l'existence de son moi échappe à la diversité des épisodes et au temps, permet peut-être d'entrevoir quelque chose comme le moi éternel. Avant de conclure, une question sur... J'extrais une phrase de votre livre. Vous dites que perdre la mémoire, c'est perdre notre identité. Je me souviens donc je suis. On pourrait d'ailleurs ajouter je suis parce que je peux me souvenir. Qui sommes-nous lorsque nous sommes frappés par la maladie d'Alzheimer? Justement, c'est un peu ce que je disais avant. Le moi, il n'est pas dans les souvenirs, mais il est le point commun entre les souvenirs. Il est le je qui se souvient. Et donc, quand je perds la continuité de cette perception, c'est là que je ne sais plus qui je suis. Et d'ailleurs, ce qui est troublant chez les patients atteints d'Alzheimer, ce n'est pas la perte totale de la mémoire, c'est le fait que par moments ça revient, et puis ça repart, et qu'on a perdu le sentiment de continuité du moi. Donc on voit bien qu'il y a une relation très, très intime, très forte, très sensible entre l'identité et la mémoire. D'où la proposition que je fais de remplacer « je pense donc je suis » par « je me souviens donc je suis ». Et à votre question, qui on est quand on ne se souvient plus de son histoire, c'est compliqué, on est un peu perdu, égaré. Peut-être qu'on continue à être soi malgré tout, que les autres nous aiment encore, par-delà ce trouble identitaire. Peut-être que du point de vue de quelque chose de spirituel, on continue à exister. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est douloureux. Et vis-à-vis de l'entourage, peut-on être réduit à un corps ? Non, je ne crois pas. D'ailleurs, c'est jamais totalement le cas. Ce qui est troublant, c'est ces moments où soudain l'être ressurgit. Et c'est ça qui est d'ailleurs le plus perturbant quand on a des proches atteints par ça, c'est qu'à un moment il revient, on a retrouvé l'être et puis soudain il repart et on est extrêmement brusqué par ce va-et-vient, quoi. C'est l'heure de conclure. Je reprends cette phrase que j'évoquais en préambule et qui est en conclusion de votre livre. Est-ce que vous avez, non pas la quasi-certitude, mais en tout cas une espérance très forte que vous ne vieillirez pas en vieux con? Non, je doute encore. Je sais que c'est un combat de longue haleine. Ne pas se définir par son passé, ne pas remâcher ses échecs, ne pas s'accrocher à ses gloires passées, ne pas ressasser. Donc voilà, là, je sais que la lutte a commencé et qu'elle va durer longtemps. J'espère. Et vous, Boris, dans votre vie, vous en avez côtoyé des cons. Est-ce que votre rapport au passé a été vous avez des noms? Ouais. Est-ce que ce rapport au passé a été votre bouclier pour ne pas vieillir en vieux con? Alors, non, je commence à peine la réflexion. Mais je pense que dans 30 ans, j'aurai la réponse à votre question. Bon, on se retrouve dans 30 ans. Merci infiniment, Merci Boris beaucoup. Et Charles, pour cette rencontre.